Bienvenue dans le podcast AWS, Amazon Web Services en français. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur évangéliste pour Amazon Web Services en France et nous voulons avec ce podcast vous donner un nouveau moyen de vous informer, de vous tenir au courant et d'apprendre de nouveaux sujets sur AWS. Nous allons vous proposer un épisode tous les mois, pour commencer, avec différents invités, certains de mes collègues ou aussi des clients ou des partenaires qui vous expliqueront tantôt une nouveauté, tantôt comment ils utilisent les services d'AWS pour résoudre leurs problèmes métiers ou simplement pour partager avec vous les projets cool sur lesquels ils travaillent. Ce podcast est avant tout le vôtre, alors faites-nous part de votre feedback sur Twitter, sur le compte officiel d'AWS en France, AWS France, tout attaché, un seul mot, ou sur mon compte perso, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Aujourd'hui, le premier épisode, nous avons décidé de parler de la conférence AWS re:Invent et des principales annonces qui ont été faites à cette occasion. Et je suis avec Stéphane Hadinger, le directeur des technologies pour AWS France. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Alors, re:Invent, c'est quoi ? Alors re:Invent, c'est un événement mondial qui a lieu à Las Vegas, qui regroupe, donc la dernière édition a regroupé plus de 50 000 clients, des partenaires, et ce sont plus de 2000 sessions qui permettent à la fois d'apprendre sur les nouveaux services, mais surtout d'échanger entre clients et entre partenaires sur des retours d'expérience dans tous les domaines. Alors l'ADN d'AWS, c'est vraiment d'innover pour simplifier la vie de nos clients, de réduire les coûts. Quels sont les exemples d'innovation à retenir cette année ? Elles sont très nombreuses. Mais alors, avant de parler de serverless, je voulais quand même prendre quelques minutes pour parler des serveurs en eux-mêmes, de toute l'innovation qui a lieu sur le matériel, où nous avons à la fois étendu ce qui existait déjà dans le domaine de toujours plus de performance, et également dans le domaine de toujours permettre à nos clients de payer moins cher et de faire des économies. Donc, dans le toujours plus puissant, c'est à la fois une gamme de serveurs à 4 GHz pour avoir des cœurs les plus rapides du marché, aussi des serveurs avec 12 teraoctets de mémoire. Oui, vous avez bien entendu, 12 teraoctets de mémoire vive, 448 cœurs virtuels. Et dans l'autre du spectre, nous avons aussi annoncé l'introduction de nos propres processeurs qui s'appellent Graviton, qui sont basés sur une architecture ARM. Alors pour ceux qui connaissent pas l'ARM, en gros c'est l'équivalent de ce qui tourne dans vos téléphones portables, dans vos smartphones. Donc ça permet surtout de faire des gains qui vont jusqu'à moins 45% sur les instances EC2. Des gains de coût, tu veux dire ? Exactement, des gains de coût. Quels sont les genres d'applications qui peuvent tirer parti de ces gains de coût et des processeurs ARM ? On voit principalement des applications web, donc sites web, applications mobiles, et voilà tout ce qui va nécessiter d'avoir de la performance sous le pied par rapport à des pics de charge, par rapport à avoir de l'audience inattendue. Alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu des innovations côté des hyperviseurs. C'est pas tous les jours que sur le marché on annonce un nouvel hyperviseur. Pourquoi AWS fait ça ? Exactement. Alors son petit nom c'est Firecracker. Il est en open source. Vous pouvez lire les sources sur GitHub. Il est écrit en Rust. L'idée c'est de pouvoir d'assurer un niveau de sécurité sur les containers. Donc nos clients adorent les containers Linux, ça permet d'être extrêmement agile. Simplement, le niveau d'isolation de sécurité des containers au niveau Linux, c'est pas un niveau qui est aussi satisfaisant qu'au niveau des machines virtuelles. Donc Firecracker, ça permet de répondre aux deux à la fois. C'est-à-dire, il fait des micro-VM. Ça veut dire que c'est une machine virtuelle qui démarre en moins de 125 millisecondes. C'est super rapide. Et donc, il permet de garder la légèreté des containers et en même temps d'avoir la sécurité des machines virtuelles. C'est déjà utilisé en production par AWS sur AWS Lambda et sur Fargate également. D'accord, mais donc c'est pas nécessairement quelque chose que la plupart des clients vont utiliser eux-mêmes demain, pas directement en tout cas. C'est une utilisation plutôt indirecte quand ils utilisent Lambda ou Fargate. Exactement, c'est aussi dans notre approche de transparence, c'est-à-dire que ça permet aussi à nos clients d'évaluer toute l'isolation, la sécurité, de se faire une idée un petit peu de ce qui tourne en coulisses. Ça nous permet également d'avoir une meilleure densité des containers sur les serveurs physiques. Et ça s'est traduit directement par une baisse de coût, une baisse de prix, en particulier sur Fargate, qui a baissé entre moins 20 et moins 50% selon les configurations. Ah oui, donc il y a directement des avantages pour les clients. On parle de Lambda là depuis quelques secondes. Pour ceux qui connaissent pas Lambda, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut le définir ? Lambda, c'est un peu pour moi, c'est le rêve des développeurs. C'est-à-dire qu'on pose son code et le code est exécuté automatiquement en fonction d'événements. Alors un événement, ça peut être une page web, ça peut être une requête d'application mobile. Et surtout, on n'a plus besoin de s'occuper
s'occuper de la redondance, de la scalabilité, de la sécurisation. Tout ça, c'est géré. Et cerise sur le gâteau, on ne paye qu'au temps d'exécution. Donc, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Mhm. l'informatique où justement le coût d'exécution d'une application est directement lié au temps d'exécution. Donc, dit autrement, on ne paye pas pour des serveurs qui attendent qu'il y ait des requêtes. Et en plus, si on arrive à optimiser l'application pour qu'elle tourne plus vite, c'est directement la facture qui descend. Waouh, ça semble très intéressant pour les développeurs de ne plus avoir d'infrastructure à gérer. C'est donc ça qu'on appelle le serverless. Exactement, ça s'appelle le serverless, donc on n'a plus besoin de gérer les serveurs, mais également l'OS, les middleware, tout ce qui est le patching, les antivirus et ainsi de suite. Tout ça, ça continue bien sûr à être mis à jour, mais de manière transparente par les équipes AWS. Donc une des nouveautés de Lambda, c'était cet hyperviseur, ce micro-hyperviseur Firecracker qu'on a annoncé. Est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés pour Lambda qui pourraient intéresser les développeurs? Oui, une grande nouveauté, c'est-à-dire jusqu'à présent, Lambda, ça supportait de nombreux langages comme Python, comme Node.js, comme Java, comme Go et ainsi de suite. Mais c'est vrai que nos développeurs ont toujours plus de besoins et finalement étaient un peu frustrés de devoir attendre que l'intégration soit faite par AWS. Donc nous avons apporté un nouveau modèle qui est le Bring Your Own Runtime, où finalement maintenant tout développeur peut apporter directement son propre langage. Donc le développeur lui-même, ou bien sûr tout un écosystème de partenaires qui en ce moment font des intégrations pour PHP, pour Ruby, pour ainsi de suite, et y compris pour COBOL d'ailleurs, pour les nostalgiques. Ah oui. Donc si je veux migrer un workload mainframe, maintenant je peux le faire en serverless dans le cloud. Il y a peut-être un petit peu de travail encore, mais c'est du domaine de l'envisageable, effectivement. Un des intérêts, c'est peut-être pour les développeurs full stack, ceux qui font du front-end et du back-end, avoir le même langage de programmation front-end et back-end. Je regarde ma PHP, par exemple. Ne pas devoir travailler sur deux tableaux avec deux sets d'outils et de librairies différents. Exactement. Et donc, le Lambda, c'est le cœur du réacteur, vraiment là où s'exécute l'application. Ce qui est important aussi, c'est comment la rendre accessible. Donc, c'est le service qui s'appelle API Gateway, qui permet de définir les API en mode REST et de les exposer. Avec une autre variante aussi qui s'appelle AppSync pour faire du GraphQL, donc qui permet de plus facilement d'exposer des modèles de données. Et dans les petites nouveautés, pour API Gateway, c'est un mode WebSocket, donc qui est très utile pour des applications temps réel. Ah bon? Concrètement, ça permet d'avoir une application où l'affichage se met à jour en temps réel dès qu'une donnée a été changée dans la base de données. D'accord, comme des chats, comme des dashboards par exemple. Comme des chats, des dashboards en temps réel, effectivement, beaucoup d'usages très passionnants. Et voilà, je pense que l'innovation encore de nos clients sera sans limite sur ces services. Donc on a parlé compute, on a parlé Lambda qui permet de faire du serverless, mais serverless, Lambda ce n'est pas que du serverless, ou serverless ce n'est pas que Lambda. On a aussi parlé du moyen d'accéder à cette fonction avec API Gateway, WebSocket. Que se passe-t-il là où on met nos données dans les bases de données? Alors les bases de données, bien sûr, c'est l'endroit souvent le plus important. Ce sont les données les plus critiques de nos clients. Et c'est vrai que opérer une base de données, c'est pas toujours simple. Donc en même temps, il y a nos développeurs, nos clients plébiscitent le monde de l'open source. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, nous avons créé Amazon Aurora, qui est basé sur deux variantes, donc un moteur MySQL et un moteur en Postgres. Et nous avons redéveloppé toutes les couches de stockage pour atteindre des performances et de la fiabilité et de la redondance de bases de données haut de gamme, mais au prix de l'open source. Donc ça permet vraiment à des applications basées sur ces bases de données d'avoir à la fois des niveaux de disponibilité ultra élevés et des performances extrêmement élevées. Donc ça, c'est dans le domaine du relationnel. Également dans le domaine du NoSQL, donc DynamoDB qui continue à être plébiscité par les développeurs de par sa simplicité. Et dans DynamoDB, il y a très peu de paramètres. On est très proche, on est dans le zéro admin. Il restait deux paramètres qui étaient le nombre de lectures et d'écritures par seconde. Donc c'est déjà très simple à utiliser. La dernière nouveauté, c'est que pour les clients qui le souhaitent, on peut enlever ces paramètres-là. Et maintenant, on est sur un mode on demand. Donc il n'y a même plus besoin d'essayer de deviner à l'avance quel sera le type d'usage. Et j'ai directement un retour d'un client du CAC 40 qui m'a dit que depuis qu'il a activé ça, finalement, il a divisé par 4 sa facture de DynamoDB. Donc les bases de données, c'est aussi sous le thème de la diversité. C'est-à-dire que nous sommes conscients, et nos clients aussi, qu'il n'existe pas une technologie magique de base de données qui répond à tous les besoins. Donc c'est pour ça aussi que nous avons créé encore des nouvelles variantes, dont une qui s'appelle DocumentDB, qui a la particularité donc d'être du stockage en mode document, mais surtout d'être compatible avec les API de MongoDB 3.6. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour des clients qui ont déjà fait l'investissement sur MongoDB et qui veulent pouvoir migrer sur de l'application et surtout de la base de données qui est gérée par AWS.
Donc, si je migrais dans le cloud ma base de données Mongo existante, je peux maintenant utiliser un service managé. Donc, j'ai plus à gérer d'instances et à gérer le cluster MongoDB par moi-même. Et des nouvelles variantes encore, une qui s'appelle Time Series, qui sert à stocker typiquement dans le monde de l'IoT, toutes les mesures qui peuvent venir de millions de capteurs, qui vont émettre par exemple des mesures toutes les 5 secondes. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans une base de données relationnelle, mais qui est finalement trop luxueux. C'est-à-dire qu'une base de données relationnelle est mal taillée pour ce genre de choses et ça va être trop coûteux. Donc Time Series est dédié à stocker ce genre de données de manière extrêmement efficace et ce qu'on estime à 1/10 du prix de ce que serait l'équivalent d'une base de données relationnelle. D'accord. Et ce service-là est déjà disponible? Il est sera disponible très bientôt disponible. Et le dernier, dans le domaine de la blockchain. Donc, depuis déjà un moment, nos clients expriment leur intérêt sur la blockchain, sachant que pendant un moment, nous étions pas forcément très clairs d'ailleurs sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement. Par exemple, certains clients qui souhaitaient mettre en place de la blockchain privée, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Et en analysant avec nos clients, nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment un besoin qui a émergé, c'est toute la partie traçabilité de la blockchain. C'est-à-dire d'avoir une base de données qui va enregistrer des transactions de telle sorte que les transactions, une fois qu'elles sont validées, ne peuvent plus jamais être ni modifiées ni supprimées. Et donc ça, c'est un composant clé, et nous en avons fait un produit qui s'appelle QLDB, Quantum Ledger Database, qui a exactement ces caractéristiques. Donc c'est un journal de transactions pour de la traçabilité qui ne peut pas être modifié. En parallèle, pour les clients qui souhaitent avoir... Ouais, c'est une espèce de base de données où on a enlevé les possibilités de faire un update et de faire un delete. Donc c'est de l'insertion uniquement, c'est correct? Exactement, on peut faire que de l'insertion. Donc non seulement les droits ne permettent pas de supprimer ou de modifier, mais en plus il y a un mécanisme cryptographique de signature en cascade qui fait que même s'il s'avérait que quelqu'un arrivait à modifier un enregistrement, ça se verrait. Ça se verrait parce que la chaîne bonne analogie pour ça, ce sont les grands livres comptables qu'on tenait à l'ancienne, où on ne fait qu'ajouter des informations. Éventuellement, on annule une transaction en faisant un débit plutôt qu'un crédit, mais on ne va jamais modifier son livre comptable. C'est bien ça. Et il n'existe aucun super administrateur qui ait le pouvoir de modifier quoi que ce soit. Et donc la dernière nouveauté côté blockchain? La dernière nouveauté, c'est pour les clients qui veulent avoir un service de blockchain complet. Et donc là encore, basé sur de l'open source, c'est à la fois de l'Hyperledger et de l'Ethereum en mode managé. Donc là, même principe, c'est-à-dire que les clients bénéficient du produit open source, mais n'ont plus besoin de gérer les serveurs, les mises à jour, les sauvegardes, et ainsi de suite. Une blockchain managée, donc des instances EC2, pour faire tourner une blockchain avec Ethereum, par exemple, dans le cloud AWS. On a beaucoup parlé machine learning également, et j'ai entendu parler d'un nouveau mode d'apprentissage qui est le reinforcement learning. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr, donc il y a deux modes déjà bien connus qui sont le mode supervisé et non supervisé, donc typiquement qui sont utilisés pour faire de la reconnaissance d'image. Ça, c'est le mode supervisé. Par exemple, on dit au système, on lui montre une photo de chat, on lui dit ceci est un chat, et on lui en montre beaucoup, et au bout d'un moment, il sait reconnaître un chat. Le mode non supervisé, qui lui, par contre, c'est quand on ne connaît pas forcément la réponse à l'avance, va aider à trier des données. On utilise beaucoup ça, par exemple, en segmentation marketing. On ne connaît pas encore très bien les segments, mais ça permettra le système va automatiquement trouver des groupements. Et ce nouveau mode de reinforcement learning, en fait, consiste à entraîner des systèmes dont on ne sait pas à l'avance quelles sont les bonnes décisions, mais on sait à long terme lui dire s'il a pris la bonne décision. Alors, tout ça, c'est un peu cryptique. Je donne un exemple. C'est, supposons que vous vouliez apprendre à un système à jouer à Pac-Man. Donc, à chaque moment, il y a 4 directions possibles, sauf que vous ne savez pas lui dire si la décision que le système vient de prendre est la bonne ou pas. Donc, sur ce jeu de Pac-Man, vous savez néanmoins dire, une fois que le système a joué, s'il a bien joué ou pas, ou s'il a perdu. Donc, le principe du reinforcement learning, c'est qu'à chaque moment, c'est par une fonction de reward, de dire au système s'il est en train de prendre les bonnes décisions ou pas. Et donc, c'est un peu comme si vous donniez une récompense chaque fois que le système a pris une bonne décision. Et au fur et à mesure qu'il prend des bonnes décisions, l'algorithme va optimiser ça pour prendre des bonnes décisions à long terme. Donc, dans le principe du Pac-Man, le système va jouer énormément de parties, des milliers, des millions de parties,
et au bout d'un certain moment, va apprendre à jouer et va savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Ça fait un peu à chien court de terme, Pavlov. On lui donne une petite récompense quand il fait quelque chose de bien, et puis une petite décharge électrique s'il fait quelque chose de mal. C'est exactement ça, mais on lui donne des décharges virtuelles, donc il n'a pas réellement mal, en fait. Aucun animal n'a été blessé pour faire du reinforcement job. Si moi, développeur, je veux essayer ça en pratique, je peux démarrer facilement. Oui, alors du coup, on a essayé de rendre ça un petit peu ludique. Ça s'appelle Deep Racer. C'est une petite voiture, donc c'est un format 1/18e, qui intègre une caméra, qui intègre un moteur d'intelligence artificielle, 4 roues et des moteurs. Et donc le principe, c'est que là encore, on va apprendre à cette voiture à conduire toute seule et à suivre un parcours. Alors on lui apprend d'abord virtuellement, donc il y a toute une console qui permet justement à la voiture de rouler virtuellement des milliers de fois, d'apprendre au fur et à mesure. Et puis après, on va passer à la compétition. Donc là, on le fait avec des voitures physiques, sur un vrai parcours. Alors, une voiture à la fois, hein, il n'y a pas de carambolage. Mais l'idée, c'est la compétition, c'est de faire le parcours rapidement possible. Et donc, de faire des courses, des courses de machines à pilotage automatique. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci Stéphane pour toutes ces annonces qui ont été faites à re:Invent. La sécurité est la première priorité pour AWS et pour nos clients. Je te suis sur Twitter et sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire qu'il y avait une bonne nouvelle récemment pour les clients d'AWS en France. Exactement. Donc la sécurité, on termine par la sécurité, mais on aurait aussi pu commencer par la sécurité, parce que vous savez tous à quel point c'est une priorité pour AWS et pour nos clients. Donc la dernière nouveauté, c'est que mi-janvier, nous avons obtenu la certification HDS pour hébergement des données de santé. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour beaucoup de clients qui étaient très impatients. Ça permet maintenant d'utiliser AWS pour des sociétés, des startups ou des sociétés du monde médical, et donc comme ça de stocker, de gérer, de manipuler des données de santé au sein du cloud AWS. D'accord. Et si je suis un acteur du domaine médical en France, j'ai quelque chose à faire, à configurer, à changer pour bénéficier de cette certification sur AWS? Alors côté AWS, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que tous nos clients en bénéficient immédiatement. Bien sûr, ils ont des choses à faire de leur côté, c'est-à-dire à sécuriser leurs applications et à se conformer avec toutes les exigences de la réglementation. C'est le principe de responsabilité partagée où nous nous occupons de la sécurité du cloud et vous, nos clients, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans le cloud. Merci Stéphane pour cette mise à jour. Merci d'avoir été le premier invité du premier podcast AWS en français. On mettra tous les liens de tous les services dont on a parlé sur la page web du podcast et on vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, le premier épisode du podcast AWS en français est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez-nous vos commentaires et vos feedbacks, car ce podcast est le vôtre et nous le ferons évoluer selon vos commentaires. Vous pouvez nous dire de quoi vous souhaitez que nous parlions la prochaine fois par Twitter sur le compte d'AWS France, AWS France, tout attaché, en un seul mot, ou sur mon compte perso, Sebsto, SEB-STO. Rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode numéro 2. On parlera des meet-up et des groupes d'utilisateurs AWS en France. Et d'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.